Ma sœur Léa a veillé à ce que tout le monde à son mariage sache que j'étais la célibataire pitoyable. Elle m'a placée à la table des brevetés, m'a présentée comme étant toujours à la recherche de quelqu'un et a même fait en sorte que ces demoiselles d'honneur chuchotent sur ma triste vie amoureuse. Mais quand un mystérieux inconnu m'a chuchoté, fais comme si tu étais avec moi, ce qui s'est passé ensuite a transformé sa journée parfaite en ma revanche parfaite. Si vous avez déjà été humilié par une famille qui pense qu'être célibataire vous rend moins que rien, appuyez sur le bouton j'aime. Abonnez-vous si vous croyez que le karma arrive de la manière la plus inattendue car cette histoire prouve que parfois la meilleure vengeance est servie avec une jalousie indéniable. La salle de mariage scintillait de lumière dorée et de lustre en cristal. Mais tout ce quoi je pouvais me concentrer était le numéro de table dans ma main. Table 12. La table des célibataires. La table des rejetés. L'endroit où les m'avait stratégiquement placé pour s'assurer que tout le monde sache que sa sœur aînée était toujours seule. Je m'appelle Jeanne et je devrais probablement commencer par expliquer comment je me suis retrouvée à être la déception de la famille au mariage de conte de fait de ma propre sœur. Léa et moi n'avions jamais été proches, mais la compétition entre nous avait atteint des niveaux toxiques au cours de la dernière année. Depuis qu'elle s'est fiancée à Réi, un banquier d'affaires prospère issu d'une famille aisée, elle s'était donnée pour mission personnelle de me rappeler que j'avais 32 ans et que j'étais toujours célibataire. Peut-être devrais-tu essayer les applications de rencontre à nouveau, disait-elle avec une fausse inquiétude lors des dîners de famille chez nos parents. Je veux dire, tu ne peux pas être difficile pour toujours. Le temps presse, Jeanne, notre mère Sophie hochait la tête avec sympathie tandis que notre père Marc changeait de sujet maladroitement, mais Léa ne laissait jamais tomber. Elle semblait prendre un plaisir authentique à mes échecs amoureux, comme si mon statut de célibataire validait, en quelque sorte, son propre bonheur. Le matin de son mariage, elle m'a appelé avec ce qu'elle prétendait être des conseils fraternels. « Jeanne, ma chérie, je sais qu'aujourd'hui pourrait être difficile pour toi, dit-elle, sa voix dégoulinant de condescendance, de voir tout le monde si heureux et amoureux. Et c'est juste de ne pas avoir l'air trop malheureuse sur les photos. D'accord ? Et s'il te plaît, ne passe pas toute la soirée à parler au barman, comme tu l'as fait au mariage de notre cousine Justine. Cela aurait dû être mon premier avertissement de ce qui allait arriver. Quand je suis arrivée à la salle de réception du Grand Manoir, vêtue d'une magnifique robe bleu marine que j'avais passé des semaines à choisir, la demoiselle d'honneur de Léa, Manon, m'a abordée avec un presse-papier et ce sourire particulier que les gens utilisent quand ils sont sur le point d'annoncer une mauvaise nouvelle. « Oh Jeanne, laissez-moi vous montrer votre table », dit-elle avec la même fausse douceur dont Léa était spécialiste. La table 12 était nichée dans le coin arrière, près des portes de la cuisine, où le personnel de la restauration s'affairait avec des plateaux de nourriture. Les autres personnes assises là étaient les collègues célibataires de Léa, qui reconnaissaient à peine mon existence, et notre grand-temps âgé Anine, qui passait la soirée à se plaindre du volume de la musique et à me demander si j'avais envisagé de revoir mes exigences à la baisse. Mais la véritable humiliation est venue lors des présentations familiales. La réception battait son plein quand Léa a décidé de me faire parader comme un cas d'école. Elle m'a attrapé par le bras et m'a tiré vers un groupe de parents de Réi, des gens à l'allure sophistiquée qui venaient clairement de la haute société. « Et voici ma sœur Jeanne », annonça Léa, son bras autour de l'épaule de Réi comme si elle revendiquait un territoire. C'est notre petite femme de carrière, toujours concentrée sur le travail au lieu de trouver quelqu'un de spécial. Le groupe a souri poliment pendant que je me tenais là, sentant la chaleur monter dans mon cou. Madame Dubois, la tante de Rémi, m'a regardé de haut en bas avec une pitié évidente. « Oh mon Dieu, ne vous inquiétez pas », dit-elle en me tapotant le bras avec une main manucurée. « Il y a quelqu'un pour tout le monde. Avez-vous essayé les groupes religieux ?» Mon neveu Guillaume a rencontré sa femme lors d'un cercle de prière. Léa a ri. Pas un rire gentil, mais le rire de quelqu'un qui apprécie l'inconfort d'une autre personne. Jeanne est très indépendante, n'est-ce pas ma chérie ? La façon dont elle a dit indépendante faisait que cela ressemblait à une maladie. Je n'ai juste pas encore trouvé la bonne personne, et je dis, essayant de garder ma voix stable. Eh bien, tu ne peux pas attendre éternellement, intervint la mère de Rémi. Madame Moreau. Ma fille a attendu trop longtemps, et maintenant elle a 45 ans avec des problèmes de fertilité. Ne fais pas la même erreur. Pendant l'heure suivante, j'ai enduré un défilé d'amis de Léa et de membres de la famille de Réi, offrant des conseils amoureux non sollicités. Chaque conversation semblait orchestrée comme si Léa les avait briefs sur la façon exacte de me faire sentir insignifiante. Joseph, l'associé de Réi, a suggéré que j'essaie de revoir mes attentes à la baisse. Christophe, un ami de la famille, a raconté l'histoire de sa tante célibataire qui a finalement trouvé l'amour à 50 ans avec un veuf qui avait 6 enfants. Même le photographe semblait être de la partie. Au moment des photos de famille, il n'arrêtait pas de me demander si j'avais un +1 et semblait sincèrement confus quand je disais non. Le point de rupture est survenu lors du lancer du bouquet. Toutes les jeunes femmes célibataires sur la piste de danse a annoncé le dig avec un enthousiasme qui ressemblait à de la moquerie. J'ai essayé de me cacher derrière un pilier de marbre, mais Manon m'a repéré et m'a attrapé par le bras. « Allez Jeanne, cela pourrait être ton jour de chance. » Je me suis retrouvée poussée dans un cercle de femmes d'une vingtaine d'années qui riaient et criaient, alors que Léa se préparait à lancer son bouquet. C'étaient les jeunes cousines de Réi, fraîchement diplômées, avec toute la vie devant elles. Debout parmi elles, je me sentais anxieuse et désespérée. Léa m'a regardée directement, a souri d'un air suffisant et a délibérément jeté le bouquet dans la direction opposée. Une jeune femme de 24 ans nommée Chloé l'a attrapée tandis que la foule applaudissait. Léa l'a serrée dans ses bras et a annoncé assez fort pour que tout le monde l'entende. On dirait que Jeanne devra attendre encore un peu. Les rires qui ont suivi m'ont fait l'effet de verre grattant ma peau. J'ai vu des gens me regarder avec ce mélange de pitié et de soulagement qui accompagne le fait d'être témoin de l'humiliation de quelqu'un d'autre. Je me suis retirée à ma table, retenant mes larmes de rage et d'embarras.
Cela devait être une célébration de l'amour, mais Léa l'avait transformée en une exécution publique de mon estime de soi. C'est alors que j'ai sérieusement envisagé de partir, de disparaître avant que quiconque ne remarque mon départ. Avant de donner à Léa la satisfaction de me voir pleurer, je ramassais mon sac à main quand une voix grave a parlé doucement derrière moi. « Fais comme si tu étais avec moi. » Je me suis retournée surprise pour voir un homme en costume anthracite impeccablement taillé. Il était grand, probablement un M88 avec des cheveux foncés et le genre de présence confiante qui faisait que les gens le remarquaient à travers une pièce. Ses yeux étaient doux et déterminés et il y avait quelque chose de magnétique dans la façon dont il se tenait. « Pardon ?» ai-je chuchoté en retour. « Votre sœur vient de passer 10 minutes à raconter à mon associé à quel point elle est inquiète de vous voir seule, dit-il se glissant sur la chaise à côté de moi avec une grâce fluide. Je suppose que vous ne lui avez pas demandé de partager votre vie personnelle avec des étrangers. » Il avait raison. Je pouvais voir Léa à travers la pièce, gesticulant dans ma direction tout en parlant à un groupe de collègues de Rémi, expliquant probablement à quel point il était triste que je ne puisse trouver personne pour m'aimer. « Cela ne vous dérange pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, bien que son nom suggérait qu'il était déjà engagé dans le plan qu'il avait en tête. J'ai secoué la tête, trop surprise pour parler. Pour la première fois de la soirée, je ne me sentais pas invisible. « Je suis Guillaume, dit-il, tendant la main avec un sourire chaleureux. Le cousin de Réi de Paris, et vous êtes Jeanne, la sœur qui a apparemment besoin d'être sauvée du célibat éternel. Malgré tout, j'ai rien. Eh bien, plus maintenant, dit-il avec un sourire à la fois rassurant et légèrement malicieux. Guillaume a posé son bras négligemment sur le dossier de ma chaise et s'est penché pour me parler comme si nous nous connaissions depuis des années. Presque immédiatement, j'ai remarqué des têtes se tournaient dans notre direction. Léa, en pleine conversation avec l'organisatrice de mariage, a fait un double regard quand elle nous a vus. Son sourire a vacillé un instant avant qu'elle ne s'excuse et ne commence à marcher vers notre table, sa traîne traînant derrière elle comme une arme. Jeanne a-t-elle appelé, sa voix une octave plus aiguë que d'habitude. Je ne savais pas que tu connaissais Guillaume. De vieux amis, a dit Guillaume en douceur, sa main touchant la mienne sur la table. Nous avons perdu contact pendant un certain temps, mais vous savez comment ces choses se passent. Les yeux de Léa se sont légèrement plissés. Son calme parfait de mariage, se fissurant juste assez pour montrer sa confusion. Vraiment, Jeanne ne t'a jamais mentionné. J'essaie de garder ma vie privée, ai-je dit retrouvant enfin ma voix et une partie de ma confiance. Vous savez comment je suis avec l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée? L'ironie ne m'a pas échappé. Léa avait passé toute la soirée à diffuser mon manque de vie amoureuse, et maintenant elle pêchait des détails sur une relation qui n'existait pas. Comme c'est merveilleux, a dit Léa. Bien que son nom suggérait que c'était tout sauf ça. Depuis combien de temps vous deux vous êtes-vous retrouvés? Assez longtemps, a dit Guillaume avec un sourire qui ne révélait rien et tout à la fois. Alors que Léa s'éloignait, clairement frustrée par le manque d'informations, Guillaume s'est tourné vers moi avec un murmure conspirateur. Elle a l'air d'avoir mordu dans un citron, a-t-il dit. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Elle n'est pas habituée à ne pas tout savoir de ma vie, ou à ce que je lui vole la vedette de quelque manière que ce soit. Bien, a-t-il dit, continuons de la faire deviner. Pendant l'heure suivante, Guillaume a joué son rôle à la perfection. Il m'a apporté des boissons du bar, a ri à mes blagues et m'a touché la main juste assez pour rendre notre connexion crédible. Mais plus que cela, il a réellement écouté quand je parlais. Il m'a posé des questions sur mon travail dans le marketing, mon amour de la randonnée et mon récent voyage en Bretagne. Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, a-t-il dit pendant un moment calme entre deux chansons. À quoi vous attendiez-vous? D'après la description de votre sœur, quelqu'un de désespéré et de pathétique, a-t-il dit sans embâge. Au lieu de cela, je suis assis avec quelqu'un d'intelligent, de drôle et honnêtement, je ne comprends pas pourquoi vous êtes célibataire. Parce que j'ai des exigences, et je dis sans réfléchir. Il a ri, un son chaleureux et authentique qui a détendu quelque chose dans ma poitrine. Tant mieux pour vous. À ce moment-là, Léa nous regardait ouvertement. Je pouvais la voir chuchoter à Manon, qui nous jetait des regards curieux. Les membres de la famille de Réi, qui m'avaient prise en pitié, plutôt regardaient maintenant Guillaume avec intérêt et approbation, reconnaissant clairement son statut social et se demandant comment j'avais réussi à dénicher quelqu'un d'aussi manifestement réussi. La vengeance était déjà plus douce que je ne l'avais imaginé, mais Guillaume n'avait pas fini. Quand l'orchestre a commencé à jouer des chansons lentes, il s'est levé et m'a tendu la main avec un sourire confiant. « Dansez avec moi », a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Sur la piste de danse, sa main sur ma taille et la mienne sur son épaule, j'ai senti les yeux de chaque invité qui m'avait offert des conseils amoureux non sollicités. Mais au lieu de me sentir exposée, je me suis sentie protégée. Guillaume bougeait avec un rythme naturel qui suggérait qu'il avait grandi en prenant des cours de danse, et être dans ses bras me semblait étonnamment naturel. « Ta sœur nous regarde », a murmuré Guillaume alors que nous nous balancions au rythme de la musique. Je sais, et je dis. Elle a l'air d'aller exploser. Mission accomplie. Je l'ai regardé, cet étranger qui m'avait rendu ma dignité d'un simple geste. Presque. C'est alors que Léa a fait son mouvement. « Ça vous dérange si je me mêle à la danse ?» dit-elle apparaissant à côté de nous avec Rémi. Son sourire de mariée tendu sur son visage, et je pouvais voir le calcul derrière ses yeux. « En fait, oui, dit Guillaume poliment mais fermement. Nous avons un moment. » Le visage de Léa a traversé plusieurs expressions avant de se fixer sur une luminosité forcée. Bien sûr, je voulais juste dire à quel point je suis heureuse que Jeanne ait enfin trouvé quelqu'un. Nous étions tous si inquiets pour elle. Vous l'étiez ? Demande à Guillaume son ton neutre, mais ses yeux vifs parce que d'après ce que j'ai observé ce soir, il semble que vous ayez été plus intéressé à diffuser son statut de célibataire qu'à la soutenir.
La franchise de sa déclaration laissa Léa sans voix un instant. Rei se déplaça inconfortablement à côté d'elle, sentant clairement la tension, mais ne comprenant pas sa source. « Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour Jeanne, balbua Léa, son calme se brisant. Alors peut-être la traiter avec le respect qu'elle mérite au lieu d'utiliser sa vie amoureuse comme divertissement pour vos invités de mariage, dit Guillaume calmement. Je n'avais jamais vu Léa aussi secouée. Sa confiance parfaite de mariée était complètement brisée et pour la première fois de la soirée, c'est elle qui avait l'air insignifiante. Je ne sais pas ce que Jeanne vous a dit, mais elle n'a pas eu à me dire quoi que ce soit, interrompit Guillaume. J'ai des yeux. Je peux voir comment vous l'avez traitée toute la soirée. Rémi intervint enfin, manifestement mal à l'aise avec la nature publique de la confrontation. Peut-être devrions-nous les laisser reprendre leur danse. Alors qu'il s'éloignait, le calme de Léa était complètement détruit. Je pouvais la voir chuchoter frénétiquement à Manon, essayant probablement de comprendre qui était Guillaume et comment j'avais réussi à dénicher quelqu'un d'aussi manifestement hors de ma portée. Ça faisait vraiment du bien, et j'admis alors que nous continuions à danser. Nous n'avons pas encore fini, a dit Guillaume avec un sourire qui m'a fait battre le cœur. Pour le reste de la soirée, Guillaume s'est assuré que je ne sois jamais seule. Au moment du dîner, il a demandé que nous soyons déplacés à une meilleure table. Quelque chose à propos de ses restrictions alimentaires l'obligeant à être plus proche de la cuisine. Le personnel, sachant clairement qui était la famille de Rei, nous a immédiatement accommodés. Notre nouvelle table était au centre, où tout le monde pouvait nous voir rire et parler comme un vrai couple. Les amis de Léa, qui m'avaient ignoré plus tôt, voulaient soudainement discuter et rencontrer Guillaume. Les parents de Rei, qui m'avaient pris en pitié, me traitaient maintenant avec un respect et une curiosité nouveaux pour mon mystérieux petit ami. Madame Dubois, qui avait suggéré des groupes religieux plus tôt, voulait maintenant tout savoir sur les antécédents familiaux de Guillaume. Quand elle a appris qu'il était un entrepreneur technologique prospère avec un MBA de HC Paris, son attitude envers moi a complètement changé. Quelle surprise, dit-elle avec une admiration sincère. Tu n'as jamais mentionné que tu voyais quelqu'un d'aussi accompli. Mais l'acte final de vengeance est venu lors du lancer de la jarretière. Quand Rémi se préparait à lancer la jarretière à tous les hommes célibataires, Guillaume s'est avancé avec la confiance de quelqu'un qui était exactement à sa place. « Attendez », a appelé Léa désespérément. « Guillaume, vous n'êtes pas célibataire. » Guillaume m'a regardé, puis de nouveau Léa avec un sourire mystérieux. « En fait, je le suis. Jeanne et moi prenons les choses doucement. Nous nous retrouvons. » La jarretière a atterri directement dans ses mains. Que ce soit par chance ou par l'adresse de Rei, je ne le saurais jamais. Mais le symbolisme n'a échappé à personne, surtout à Léa. Selon la tradition, Guillaume était censé placer la jarretière sur la jambe de celui qui avait attrapé le bouquet. Mais la jeune cousine Chloé était partie tôt. On dirait que nous avons besoin d'un volontaire, a annoncé le DJ. Guillaume m'a regardé avec une question dans les yeux. J'ai hoché la tête. La foule a applaudi alors que je m'asseyais sur la chaise et Guillaume s'est agenouillé devant moi, glissant la jarretière sur ma jambe avec une douceur qui semblait étonnamment intime pour un acte de feinte. Le moment était chargé de possibilités, et je me suis retrouvée à me demander si la chimie entre nous était entièrement fausse. Le visage de Léa était un masque de fureur à peine contenu, alors qu'elle regardait sa sœur célibataire et pathétique devenir le centre d'une attention positive à son propre mariage. Alors que la soirée touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Guillaume m'a raccompagnée à ma voiture. Le parking était calme, loin des regards curieux des invités du mariage et de ma famille. Merci, et je dis, enfin seule avec lui. Je sais que ce soir n'était qu'un acte, mais tu m'as sauvée de l'expérience la plus humiliante de ma vie. Qu'est-ce qui vous fait croire que ce n'était qu'un acte ? Demanda T-il son expression sérieuse. Mon cœur s'est arrêté. Parce que vous ne me connaissez même pas. Je sais assez, dit-il en s'approchant. Je sais que vous êtes gentille, même quand les gens ne le méritent pas. Je sais que vous êtes assez forte pour endurer une nuit d'humiliation sans riposter. Je sais que vous êtes belle à l'intérieur comme à l'extérieur. Et je sais que votre sœur est une idiote de ne pas voir la chance qu'elle a de vous avoir dans sa famille. J'ai senti des larmes monter, mais cette fois elles ne venaient pas de l'humiliation. Guillaume, je sais que cela a commencé comme une mission de sauvetage, dit-il. Mais quelque part entre la première danse et maintenant, ce n'était plus un jeu pour moi. Il m'a tendu une carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos d'une écriture élégante. Si vous voulez me revoir, pas pour la vengeance, pas pour prouver un point, juste parce que vous le voulez, appelez-moi. J'ai pris la carte d'une main tremblante. Et si je veux vous appeler ce soir ? Il a souri, ce même sourire confiant qui avait d'abord attiré mon attention. Alors, je répondrai. 3 mois plus tard, Guillaume et moi sortions officiellement ensemble. 6 mois après cela, nous avons emménagé ensemble. Et exactement 1 an après le mariage de Léa, il m'a fait sa demande dans le même hôtel où nous étions rencontrés pour la première fois. La réaction de Léa à l'annonce de nos fiançailles a été tout ce que j'aurais pu espérer. La sœur qui avait passé des années à me faire sentir inadéquate parce que j'étais célibataire était maintenant forcée de me regarder organiser un mariage avec un homme qui m'adorait clairement et qui venait d'une famille encore plus riche que celle de Rei. Mais la vraie revanche n'était pas de prouver à Léa qu'elle avait tort quant à ma dignité d'être aimée. C'était de réaliser que je n'avais plus besoin de sa validation. Le respect et l'affection sincère de Guillaume m'avaient montré ce que je méritais et je n'allais plus jamais me contenter de moi. Notre mariage était plus petit que celui de Léa, mais infiniment plus joyeux. Au lieu d'utiliser l'occasion pour humilier qui que ce soit, nous avons célébré avec des gens qui voulaient sincèrement que nous soyons heureux. Léa a fait un discours en tant que ma demoiselle d'honneur, quelque chose qu'elle avait insisté pour faire malgré notre histoire compliquée. Elle a parlé de son bonheur de me voir trouver l'amour. À quel point Guillaume était clairement parfait pour moi. À quel point elle avait toujours su que je trouverais quelqu'un de spécial. La réécriture de l'histoire était à couper le souffle, mais je m'en fichais désormais. J'avais quelque chose de plus précieux que son approbation.
J'avais quelqu'un qui avait vu ma valeur dès le début. Avec le recul, le mariage de Léa a été la pire nuit de ma vie. Sa cruauté m'a montré comment j'avais permis aux gens de me traiter, mais elle m'a aussi conduite à Guillaume. Sans son humiliation, je n'aurais jamais été assez vulnérable pour accepter l'aide d'un étranger. Parfois, les personnes qui nous blessent le plus finissent par nous donner exactement ce dont nous avons besoin pour changer nos vies. Léa voulait me faire sentir insignifiante et pitoyable. Au lieu de cela, elle a créé les circonstances qui m'ont permis de rencontrer mon futur mari. L'ironie est parfaite. En essayant de prouver que j'étais indigne d'amour, elle m'a livré directement à l'amour de ma vie. Si cette histoire vous a rappelé que la meilleure vengeance est de bien vivre, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour plus d'histoires incroyables de karma et d'amour inattendu. La cruauté de quelqu'un s'est-elle déjà retournée contre lui de manière spectaculaire? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois l'univers a le sens de l'humour en matière de justice, et parfois cet humour mène au bonheur pour toujours.